Un corps se tord et prend des formes inimaginables, des yeux brillants dans l'obscurité. Des ombres surgissent autour de vous, imitant vos gestes. Voulez-vous un chewing-gum? Dans une petite ville côtière de la Nouvelle-Angleterre, à au moins 1 heure de route de toute grande ville, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf affronter les eaux froides de l'océan, se serrer sur la plage rocheuse ou marcher sur la promenade. Pour la plupart des habitants de cette charmante ville, le choix est évident. Il y a des années, alors que la ville atteignait son apogée touristique, les visiteurs affluaient de tout le pays, envahissant la promenade comme des mouettes autour des stands de nourriture. À son apogée, la promenade accueillait un parc d'attractions avec montagnes russes, grandes roues et une salle d'arcade aux jeux vidéo dernier cri des années 1980, plusieurs stands vendant des hot dogs et des frites croustillantes, nappées de graisse et de sel, et la fierté de beaucoup, une confiserie locale, classique et à l'ancienne. Aujourd'hui, la salle d'arcade est presque vide, seuls 1 ou 2 joueurs tentent parfois leur chance sur les attractions vintage. Le parc d'attractions existe encore, mais les manèges sont ternis et écaillés. Les stands vendent toujours, mais les files d'attente sont plus courtes. Et au centre de tout cela, la confiserie tant aimée lutte pour survivre. Le prix des propriétés en bord de mer a grimpé tandis que le tourisme a diminué. Avec la domination du commerce en ligne, le propriétaire de la confiserie peine à rassembler assez d'argent pour garder un toit au-dessus de sa tête. Ce jour-là, le propriétaire réapprovisionne les étagères, la porte entr'ouverte pour laisser entrer la brise marine et avoir l'esprit clair et garder le moral. Il a de plus en plus de mal à garder sa bonne humeur, à enfiler chaque jour son costume rayé rouge et blanc et à sourire aux rares touristes qui entrent dans la boutique. Mais malgré tout, il continue. Il aime cette petite boutique et il s'y accrochera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à quoi se raccrocher. Il remplit des bocaux en verre de petits bonbons durs colorés, glisse des boîtes de saltwater taffy sur les étagères et place des blocs de fudge dans la vitrine près de la caisse. Pendant ce temps, il prélève un échantillon de chaque produit pour lui-même, un bonbon, un carré de fudge pour garder de l'énergie. Il ne vendrait jamais un produit sans l'avoir goûté d'abord, offrant toujours le meilleur à ses clients, même s'ils étaient rares dernièrement. En cette période, l'air se refroidit et les jours raccourcissent. Le soleil se fait rare quand l'été cède la place à l'automne. Le vieil homme est donc surpris d'entendre frapper à la porte de la boutique. Il se retourne et voit un livreur debout avec une pile de colis. C'est d'autant plus étrange qu'il ne se souvient pas avoir commandé quoi que ce soit. Mais le livreur précise que ces colis sont des échantillons d'une entreprise de confiserie montante, spécialisée dans les chewing-gums originaux. Ils fournissent des échantillons à des petites entreprises de confiserie et à de grands points de vente pour une étude de marché. Ces saveurs particulières, promet le livreur, ne se trouvent nulle part ailleurs. Eh bien, la promesse d'un nouveau produit exclusif pour attirer de nouveaux clients est plutôt enthousiasmante pour le commerçant. Sans hésiter, il signe pour les colis et les porte à l'intérieur. Au fil des années, la boutique a offert diverses variétés de chewing-gum, menthe, cannelle, fruits et même un chewing-gum farceur qui noircit la langue de celui qui le mâche. Qu'est-ce qui rend ce chewing-gum unique? Il est déterminé à le découvrir. En ouvrant les boîtes, le commerçant découvre des emballages aux couleurs vives qui ressemblent, pour la plupart, à n'importe quel autre emballage de chewing-gum. Cependant, il remarque vite une différence inhabituelle. Les noms des saveurs. Chacun d'eux commence par la phrase « a le goût de », ce qui est un choix de marque assez astucieux, mais les saveurs elles-mêmes sont étranges. Il soulève le premier paquet et lit son étiquette, les sourcils froncés de confusion. « Taste like youth ». Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ce chewing-gum est vraiment très original pour un bonbon fantaisie. Il ne met jamais un produit en rayon sans l'essayer. Il déballe alors un morceau de chewing-gum rose vif et le goûte. La première chose qu'il remarque, c'est le goût, une douceur envahissante teintée de nostalgie. Ça a le goût de la barbe à papa, mais pas n'importe quelle barbe à papa. Ça a le goût de la barbe à papa qu'il aimait enfant sur cette promenade, une saveur qu'il n'a pas retrouvée depuis 60 ans. Il remarque ensuite que ses yeux lui font soudainement mal. Il enlève ses lunettes un instant et est choqué par ce qu'il voit. Tout clairement, sans l'aide des verres. Sa vision est comme lorsqu'il était jeune, avant que l'âge n'ait brouillé les contours de tout ce qu'il voyait. Ses articulations ne le font plus souffrir et il sent soudain un regain d'énergie, une envie de courir, sauter, claquer des talons. Il se précipite vers le miroir de la salle de bain, s'attendant presque à voir son visage plus jeune lui faire face. Non, il a le même aspect, mais il se sent plus jeune de plusieurs décennies.
Son esprit vacille et il ne trouve rien d'autre à faire que de rire. Ce chewing-gum? Cela devrait être impossible, mais ce morceau a vraiment le goût de la jeunesse. C'est peut-être le produit qui va sauver le magasin. L'effet vivifiant dure en tout environ une demi-heure. Mais pendant cette demi-heure, le commerçant se sent plus optimiste qu'il ne l'a été depuis de très nombreuses années. Cette sensation persiste même après la disparition des effets du chewing-gum. Mais quelles autres saveurs a-t-il reçues? Le livreur a apporté 3 boîtes. Et les 2 autres alors? Il ouvre une deuxième boîte et en sort un paquet. Ça a le goût de ce que maman faisait? C'est encore plus vague que la première. Après l'expérience précédente, il est impatient de voir ce que cela signifie vraiment. Il déballe un morceau, observe sa couleur brun clair et le met dans sa bouche. Dès qu'il commence à mâcher, la saveur explose sur sa langue, le ramenant une fois de plus à son enfance. Beurre noisette, sucre, pépites de chocolat, une pointe de vanille. Ce n'est pas possible. Mais si, c'est la recette de cookies aux pépites de chocolat de sa mère. Comment les fabricants ont-ils pu la recréer aussi parfaitement? La saveur disparaît rapidement et, désireux de confirmer son expérience et de s'assurer qu'elle était réelle, il en prend un autre morceau. Celui-ci a un goût complètement différent. Des pancakes aux myrtilles comme sa mère en faisait le dimanche matin, dégoulinant de sirop et de beurre fondu. C'est vraiment le chewing-gum le plus inhabituel. En toutes ces années à vendre des bonbons, à goûter chaque innovation ou nouveauté, il n'aurait jamais imaginé que cela puisse être comme ça. Maintenant, pour le 3e paquet, il ouvre la boîte et trouve à l'intérieur des paquets noirs, ornés d'une écriture rouge inquiétante. Le texte disait « A le goût de ton pire cauchemar ». Le commerçant frissonne, les mains tremblantes, en déballant un morceau de chewing-gum noir de jet. Mais il ne peut pas s'en empêcher. Il doit satisfaire sa curiosité pour découvrir quel goût ont les cauchemars. Il met le morceau dans sa bouche et commence à mâcher. Au début, il est presque déçu. Ça n'a pas vraiment de goût, c'est vaguement sucré, presque crémeux, comme finir un verre de lait chaud avant d'aller se coucher. Mais à mesure qu'il mâche, la boutique autour de lui commence à se brouiller et à se déformer. Les lumières s'estompent jusqu'à ce qu'il se retrouve debout dans l'obscurité. Les poils de ses bras se hérissent et il est submergé par la sensation d'avoir des yeux braqués sur son dos. Il y a quelque chose ici, et ça l'observe. Il se retourne brusquement et ne trouve rien. Mais attendez, qu'est-ce que c'est? Du coin de l'œil, il aperçoit une ombre qui file hors de sa vue, vers la réserve à l'arrière. Malgré lui, ses pieds commencent à le porter vers cette pièce, suivant l'ombre. La porte de la réserve est fermée. Elle était ouverte avant, mais quelque chose l'a fermée en entrant rapidement. Et c'est là-dedans maintenant, en train de l'attendre. Son estomac se noue tandis que sa main se pose sur la poignée et la tourne centimètre par centimètre. Ses nerfs lui crient de s'arrêter et de fuir. Mais comme s'il était piégé dans un cauchemar, son corps refuse de lui obéir. Il pousse la porte qui s'ouvre dans un grincement prononcé, et là, dans l'obscurité, 2 yeux rouges brillants le fixent. Le cœur du commerçant lui remonte à la gorge, et dans un éclair de lucidité, il recrache son chewing-gum. Les yeux brillants disparaissent soudainement. Les lumières se sont rallumées, et le cauchemar est terminé. Il décide de ne plus proposer cette saveur particulière dans la boutique, et range la boîte au fond de ce même local de stockage. Très vite, ces 2 nouvelles saveurs nostalgiques de magie, le chewing-gum attire l'attention de la fondation SCP, qui paie à l'homme assez d'argent pour garder la boutique ouverte durablement. Appelant cela une prime de découverte, ils prennent les échantillons de chewing-gum en leur possession et leur attribuent la classification SCP-1200. La désignation SCP-1200 s'applique à tous les exemplaires de chewing-gum distribués sous la marque Tastes Like Chewing Gum. Des paquets de ce chewing-gum ont été vus dans différents supermarchés et supérettes aux États-Unis, semblant apparaître au hasard. Chaque paquet de chewing-gum arbore un logo identifiant le fabricant simplement comme l'usine. Chaque fois qu'un sujet humain mâche ou mastique un morceau de ce chewing-gum, un certain effet anormal se produit. Cet effet varie en fonction de la couleur et de la saveur du chewing-gum en question. À ce jour, 83 saveurs de SCP-1200 ont été identifiées et cataloguées. Avaler ce chewing-gum ne semble pas produire d'effets anormaux supplémentaires. De plus, contrairement à ce que certaines fausses informations populaires pourraient dire, ce chewing-gum, ou n'importe quel chewing-gum en fait, ne reste pas dans le tube digestif pendant 7 ans. Les 83 saveurs répertoriées peuvent être trouvées dans le SCP-1200 que je n'ai malheureusement pas pu obtenir lors de mes recherches sur le SCP-1200.
Le dossier officiel contient toutefois une liste partielle de ces saveurs. Bien que j'aurais préféré mener un examen plus approfondi, cela fournit au moins un peu de contexte supplémentaire précieux pour le produit anormal. Alors, passons en revue certaines des saveurs les plus mémorables du SCP-1200 et leurs effets enregistrés sur les sujets de tests humains. Le SCP-1212 est un chewing-gum de couleur vert citron qui, assez amusant, s'appelle goût de citron. Lorsqu'un sujet humain mâche cette saveur, sa perception gustative est altérée pendant les 28 heures suivantes. Peu importe ce qu'il mange pendant cette période, tout aura le goût de citron. C'est un peu étrange, mais pas dangereux, à moins que le sujet ne déteste vraiment le goût du citron. Après la période de 28 heures, tous les aliments retrouvent leur goût d'origine. SCP-1215 est une saveur jaune vif. Ça a le goût du soleil. Lorsqu'un sujet de test consomme cette saveur, il devient luminescent et émet plus de 40 000 lux de lumière blanche. Cet effet, bien que déconcertant à observer, ne cause aucun dommage au sujet qui le manifeste. La luminescence du sujet dure environ 20 minutes à pleine intensité, puis la lumière commence à diminuer progressivement jusqu'à disparaître complètement après 4 minutes supplémentaires. Vous avez peut-être remarqué que cette saveur est bien plus abstraite que la saveur goût de citron. Eh bien, elles ne vont devenir que plus inhabituelles à partir de maintenant. La prochaine saveur détaillée dans le dossier de SCP-1200 est SCP-1229 goût de Rubik's Cube. Comme le cube dont elle porte le nom, cette saveur est multicolore, à carreaux blancs, orange, vert, rouge, jaune et bleu. Lorsqu'un sujet consomme cette saveur, son corps acquiert une propriété unique pendant les 216 minutes suivantes. Pendant cette période, le sujet pourra réarranger à volonté des segments de son corps, internes comme externes. Cela n'a aucun impact sur la santé ou le confort du sujet, même lorsqu'il réarrange ses os, ses muscles et ses organes vitaux. Cependant, ces altérations entraînent des changements internes, le corps compensant les mouvements. Malheureusement, cela signifie que la première personne testée à avoir consommé cette saveur lors des essais de la Fondation SCP n'a pas pu remettre son corps dans son orientation d'origine avant la fin des 216 minutes. N'ayant pas résolu l'énigme, ses mains gauche et droite sont désormais inversées de façon permanente. La saveur suivante incluse dans le dossier est SCP-120030, un chewing-gum bleu foncé décrit comme ayant le goût de ce qui a été oublié. Qu'est-ce que cela pourrait bien vouloir dire ? Eh bien, cela signifie qu'une fois qu'un sujet d'essai a mâché cette saveur, 6 entités humanoïdes corporelles se manifesteront à proximité de lui. Ces entités ne semblent pas conscientes, et leur seul comportement consiste à imiter les actions et les paroles du sujet ainsi que de tout autre humain présent dans la zone, comme les gardes et les chercheurs. Ces entités restent pendant 6 jours avant de disparaître, laissant derrière elles un liquide homogène. L'analyse a révélé un mélange de matières organiques, de particules de fer et de peinture acrylique. SCP-120058 est une saveur particulièrement curieuse. Ce chewing-gum blanc a le goût de l'au-delà. Lorsque le sujet le mâche, un exosquelette cristallin polyédrique se forme autour de lui. Une fois formé, il lévitera à 1,3 mètre du sol. Lors du premier essai, cet objet est resté inerte pendant une période de 62 jours. Lorsque les 62 jours se sont écoulés, l'exosquelette s'est brisé, laissant le sujet derrière lui, totalement indemne. Il a été immédiatement interrogé sur son expérience à l'intérieur de la structure, et il a décrit avoir été transporté dans une prairie verdoyante où il a rencontré son petit frère. Cela était particulièrement curieux étant donné que le sujet n'a aucun frère ou sœur enregistré, vivant ou décédé. Un autre aspect notable de cette saveur est la ressemblance de ses effets avec ceux du SCP-1511 des structures cristallines qui transfèrent les prisonniers tout en leur montrant une sorte de belle fausse vie après la mort. La seule autre saveur incluse dans le dossier est Tastes Like Moon Shadow, un chewing-gum rouge qui a été testé une fois sur un sujet de test féminin. Après avoir mâché le chewing-gum, une série d'organismes léporins, translucides et incorporels ont émergé des murs de la cellule où le sujet était détenu. Pendant tout ce processus, le sujet a affirmé ne pas voir les entités, ni les sentir lorsqu'elles s'approchaient d'elle, l'atteignaient et s'enfouissaient dans son corps. Les enregistrements vidéo de l'incident n'ont pas pu capturer ces entités. 11 jours après la réalisation de l'expérience, le sujet a été retrouvé mort. Bien qu'aucune blessure visible n'ait été constatée, la mort a été attribuée à une exsanguination. Il s'agit du seul décès enregistré résultant d'un échantillon de SCP-1200. Il semble y avoir un lien entre cette saveur de chewing-gum et le SCP-1284, bien que je n'ai pas encore pu déterminer la nature de ce lien.
Le 20 février 2003, la fondation SCP menait une enquête totalement sans rapport avec le SCP-1200. La nature exacte de cette enquête initiale a été expurgée du dossier, mais quoi qu'il en soit, cela n'a aucune importance pour le sujet qui nous intéresse. Ce n'est pas l'enquête qui importe, mais ce qu'ils ont découvert complètement par hasard. Les agents de la Fondation sont tombés par hasard sur une installation secrète entièrement dédiée à la production de saveurs oubliées. Lorsque la Fondation est entrée dans l'installation, ils ont découvert une chaîne de montage ainsi que 28 entités anormales vivant à l'intérieur. Il semblerait que ces entités, appelées SCP-1200-A, fassent partie du personnel de l'entreprise. Les instances de SCP-1200-A sont des entités humanoïdes animées dont la physiologie est principalement composée de fer forgé. Elles sont aussi recouvertes de plusieurs couches de peinture, souvent dans des tons blancs, bleu pâle ou jaune. Ces couches de peinture sont usées, décolorées et écaillées, et le métal en dessous commence à rouiller. Peu importe quand elles ont été fabriquées, cela remonte à un certain temps et elles sont tombées dans un état de délabrement. Chaque exemplaire n'a aucun trait facial sur la tête, et la seule caractéristique présente est une grande ouverture circulaire qui semble fonctionner un peu comme une bouche. En découvrant l'installation et ses ouvriers anormaux, la Fondation a aussi obtenu un nouvel aperçu du processus de production de cette saveur de Taste Like Chewing Gum. Le tableau qui en ressortait était, troublante. Lorsque les instances de SCP-1200-A ne sont pas contenues, elles tenteront de collecter des cadavres humains récemment décédés et de les transporter vers l'installation de production. S'ils en ont la possibilité, ils collecteront ces corps dans des tombes fraîchement creusées ou même dans des morgues mal surveillées et les ramèneront à l'installation. Là, une instance de SCP-1200-A prendra l'un des cadavres choisis et commencera à régurgiter de la peinture, de la matière biologique et de petits morceaux de fer dans la bouche du corps. Je m'excuse pour ces images écœurantes, mais il n'y a tout simplement aucune façon agréable de décrire ce processus. L'instance répétera ce processus sur une période de plusieurs semaines jusqu'à ce que le corps commence à se liquéfier sous l'influence de la matière que l'entité y a injectée. Le processus ne cesse que lorsque le corps commence à se liquéfier, ne laissant finalement derrière lui qu'un liquide épais et homogène, qui disparaîtra soudainement peu après. On ignore comment il disparaît et où il va, mais je peux hasarder une hypothèse peu ragoûtante. L'analyse chimique d'une partie de ce liquide a permis de l'identifier comme étant la substance qui compose 80% de l'échantillon de goût comme ceux oubliés. Il semblerait que cette saveur particulière de chewing gum et soleil vert est un ingrédient clé en commun. Des gens. Aucune autre installation n'a été trouvée. Il reste donc incertain si les ingrédients des autres saveurs de chewing gum sont aussi macabres. Après la découverte de cette installation, la Fondation a vérifié ses archives pour toute mention de celle-ci ou d'installations similaires. L'enquête a révélé un appel téléphonique très pertinent dans les archives. L'appel a été passé le 2 juin 1999 depuis une cabine téléphonique située à environ 2 km de l'installation découverte en 2003. L'enregistrement contient une seule voix masculine non identifiée et une transcription du contenu de l'appel est incluse. Eric, c'est Davis. J'ai fini avec les psychopop ici. On a redirigé la production vers l'endroit que tu voulais. Aucun souci là-bas? La substance devrait bientôt arriver. Concernant ton autre commande, Morton a trouvé des nanoruches à Budapest. J'y vais demain. Elles conviendront à ta tâche après quelques ajustements. Assure-toi qu'il n'y ait pas de souci avec mon paiement cette fois. Si tes contacts à l'usine ne veulent pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Je t'appelle dans 2 semaines. Toute découverte et saisie d'exemplaires de SCP-1200 doit être effectuée par la FDA conformément au titre 21 du CFR. Une fois que les exemplaires sont en possession de la FDA, ces échantillons seront remplacés par des doublons non anormaux et les originaux devront être transférés au site 197 de la Fondation. Les exemplaires de SCP-1200-A n'ont pas besoin de nourriture ni d'oxygène pour survivre et doivent donc être maintenus dans des conteneurs renforcés individuels, lesquels sont entreposés dans l'aile ITL-1 du site 197. 2 jours après le démantèlement de l'installation de base de SCP-1200-A, la Fondation SCP a reçu une série de colis. Ces colis ont été livrés à plusieurs installations et contenaient tous la même chose, un nouveau parfum de chewing gum jusque-là non répertorié. Ce chewing-gum était totalement incolore et l'emballage indiquait « Taste like normalcy ». Les sujets ayant mâché le chewing-gum ont affirmé qu'il était sans goût et n'ont montré aucun effet anormal. Il semble que les créateurs de Taste Like Chewing Gum aient pris connaissance de l'enquête de la Fondation et aient décidé de créer une saveur personnalisée, ou plutôt son absence, spécialement pour l'organisation.
L'identité des dirigeants ou des créateurs du chewing-gum reste inconnue. Malheureusement, nous n'avons plus de pistes pour l'instant. Mais ne perdez pas espoir. D'autres installations peuvent exister et attendre d'être découvertes. Gardez ce rêve vivant, enquêteur, et ne me laissez pas éclater votre bulle. Vous comprenez? Vous aimez le chewing-gum? Eh bien, il y a une raison pour laquelle je suis devenu chercheur et non humoriste. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès maintenant.